Bonjour. Nous avons étudié, il y a 15 jours, les carrières impériales du mons Claudianus. Aujourd'hui, nous allons examiner plus rapidement le complexe du mons Porphyrites, puis nous attarder sur la carrière inédite de Domitiane Kéné Latomien que nous avons fouillé il y a une dizaine d'années maintenant. Le mons Porphyrites est un gisement satellite un gisement satellite de porphyre situé au Wadi Tawat est situé à peu près à la latitude de Hurghada, comme vous le voyez sur cette diapositive. Il est situé dans la montagne dite du Djebel Doran. Vous voyez ici le mons Porphyrites par rapport au mons Claudianus, donc un peu au nord. Et le Djebel Doran, qui est situé à 45 km de la mer et à environ 160 km du Nil. Le site a été découvert en 1822 par James Burton et revisité la même année, plutôt l'année suivante, par le même personnage et par John Garner Wilkinson, ce dernier qui a publié les découvertes dans le Royal Geographic Society en 1832. Et voyez le plan qu'avait levé, de la forteresse principale qu'avait levé John Garner Wilkinson. Le site a ensuite été visité plusieurs fois au XIXe siècle, puis réétudié par Schweinfurt, que nous avons rencontré dans notre premier cours à propos du mons Ophiates, Schweinfurt en 1877-1878, puis à nouveau étudié par Leo Tregenza en 1949 et enfin en 1964 par Krauss, Roeder et Müller-Wiener, les mêmes qui avaient travaillé au mons Claudianus. Une inscription trouvée par l'équipe anglaise qui a récemment fouillé sur le site, l'équipe anglaise de David Peacock et Valerie Maxfield, indique que le gisement de porphyre du mons Porphyrites a été découvert par Caius Cominius Legas en 18 de notre ère. Et il vaut la peine de citer le texte parce qu'il est très clair. Le texte qui est écrit en grec dit Caius Cominius Legas, qui a découvert les carrières de porphyre, de knékite, nous verrons ce que c'est, de porphyre noir et de pierres colorées. Le texte dit poi lithioi lithioi est dédié un sanctuaire à Pan et à Sérapis, très grand Dieu, pour le salut de ses enfants, la 4e année de César Auguste Tibère, le 29 Épeith, c'est-à-dire le 28 juillet 18 de notre ère. Cette inscription nous fait d'emblée entrer dans les diverses qualités de porphyre. La couleur du porphyre, en fait, varie d'une partie du gisement à une autre. On distingue surtout le porphyre noir, que vous voyez en haut de la diapositive, Niger Porphyrites, exploité surtout au début de l'occupation du site et jusqu'à la fin du siècle, surtout pour des incrustations en opus sectilés et de petites colonnes. Au centre, vous voyez le porphyre rouge qui rendit fameuse la carrière, car c'est le porphyre qui fut adopté par l'empereur comme symbole de son pouvoir, faisant référence à la couleur pourpre de ses habits de parade. Ce dernier est rouge à grains blancs et il existe aussi une variété dite hieracitis qui est verte avec des grains blancs à vert clair. Les ostracas de l'East Sebar du mons Porphyrites, qui concernent la distribution des pins, évoquent aussi une variété qui s'appelle Batrachites, qui est une variété de porphyre connue par Pline au livre 37, paragraphe 57, comme originaire de Coptos, c'est-à-dire comme souvent importée depuis Coptos, et que nous ne savons pas véritablement identifier. Par contre, le knékite de l'inscription de Legas est certes difficile à identifier, mais a fait l'objet d'un article de Roger Bagnall et de James Harrell, paru dans la Chronique d'Égypte en 2003, qui conclut que cette pierre devait être claire
ou en tout cas avec des parties claires. Et en fait, si l'on suit la définition d'Hesychius, ce pourrait être la trachyandésite de la carrière du Wadi Untowat, que vous voyez ici en bas, et qui est située à 8 km au sud-ouest du mont Porphyrites et qui faisait partie du même complexe. Les céramiques trouvées au Wadi Untowat sont du Haut Empire et comme une route a été construite pour accéder à la carrière, il faut en déduire qu'on avait projeté de l'exploiter en grand, mais cela n'a pas été le cas. L'article en question fait état de traces d'extraction qui sont peu nombreuses dans 2 petits fronts de taille et cette pierre est peu employée à Rome. Les carrières du mont Porphyrites elles-mêmes ont été exploitées de façon plus ou moins continue entre les années 20 et 425 de notre ère. Elles sont distribuées en 6 ensembles de 2 à 12 carrières réparties sur 12 km² au milieu du massif et, vous voyez ici, de part et d'autre d'un wadi principal. L'histoire de l'exploitation et la géographie du gisement ont été établies par les recherches de David Peacock et Valerie Mansfield qui ont publié 2 volumes, l'un en 2001 et l'autre en 2007, qui s'appellent The Roman Imperial Quarries, Survey and Excavation at Mons Porphyrites, et qui donnent donc la totalité de la documentation. Contrairement à ce qu'on a pu penser longtemps, le gisement n'a pas été exploité par les Ptolémées. Hélène Cuvigny et Ginette Wagenheim ont montré que la stèle de Bâton, un gymnasiarque de Théra en 153 avant Jésus-Christ, qui est conservé au cabinet des médailles, n'est pas un original hellénistique, comme on le croyait, mais une copie moderne sur porphyre d'une inscription relevée par Cyriaque d'Ancône au début du XVe siècle. Comme l'inscription que j'ai citée plus haut l'indique, celle de Cominius Legas, la carrière a été découverte sous Tibère et ce centurion avait certainement été envoyé pour chercher des pierres ornementales nouvelles pour les bâtiments impériaux et c'est pour cela qu'il remercie le dieu de l'avoir conduit au gisement. Il est significatif que cette inscription date de 18 après Jésus-Christ. La même année, Publius Juventus Agathopus, directeur de tous les métallats d'Égypte et affranchi de Publius Juventus Rufus, préfet de Bérénice, et archimétallarque des gisements d'émeraudes, de topazes, de perles, de toutes les carrières d'Égypte, a fait construire une chapelle pour les carriers du Wadi Hammamat, ce que nous avons vu dans notre premier cours. 7 ou 8 ans auparavant, le même personnage avait ouvert les carrières du mont Sophiates dans le Wadi Wikala. Et c'est à peu près à la même période que le granit de Baroud, connu sous le nom de Tibériané, est aussi découvert. Ainsi, les 4 grands groupes de carrières impériales, Ophiates, Porphyrites, Persou et le complexe de Tibériané puis du mont Clodianus, commencent à être exploités en même temps, ce qui suppose une volonté précise de l'administration impériale et la disposition de spécialistes des carrières et des constructions prélevés sur les corps spécialisés de l'armée romaine. Au début, comme à l'hydroma du mont Clodianus, l'exploitation se fit à partir de petits villages donnant accès à des carrières d'ampleur limitée. Nous les verrons après en détail, c'est-à-dire Fort Quarry, Bad Fort Quarry, etc. Puis, un fort a été construit à côté du Wadi, ici, vers la fin du 1er siècle, et dans la phase finale, la carrière du Lycabet et les villages alentours ont été particulièrement exploités. Malgré la précision du travail réalisé par l'équipe anglaise, on est moins bien renseigné sur le mons Porphyrites que sur le mons Clodianus, en grande partie parce que les archives sur Ostraka, probablement jetées dans un dépotoir qui devait être situé au pied du fort ici, donc dans le Wadi, ont été emportées par les orages et cela implique donc une moins grande précision dans les dates de fonctionnement des carrières
mais toutefois, les grandes lignes sont assurées. On peut, suivant la publication de Valérie Maxfield et David Peacock, scander l'évolution de l'exploitation en 8 phases. La première phase, qui va de Tibère à Néron, correspond à la construction de 2 villages de carriers que l'on appelle Bradford et Food Village. Ces villages ont livré de la céramique de la première moitié du 1er siècle. Les carrières sont alors petites et rapidement abandonnées vers le milieu du 1er siècle. Alors, vous voyez ici la carrière de Bradford, qui est toute petite, et le village qui lui correspond, quelques cabanes et quelques fronts de taille. Une phase 2, qui va de Néron à Domitien, est caractérisée par la construction de ce que les Anglais, plus exactement que Meredith a appelé Northwest Village, qui est un village qui est construit vers le milieu du 1er siècle. Il est plus vaste, il est occupé jusqu'au milieu du 2e siècle et il exploite plusieurs carrières, dont certaines, comme les carrières 2 et 9, ont des fronts de taille assez importants. Alors, vous voyez ici le village nord-ouest et toutes les carrières qui sont autour, ainsi que les rampes qui permettaient de descendre les blocs. Voici donc le plan du village du nord-ouest et la reconstitution proposée par nos collègues anglais, et vous voyez que c'est nettement plus important que les villages antérieurs, et notamment que le tout petit village de Bradford. Une intense activité est marquée par la construction aussi et l'agrandissement du village sud-ouest. Alors, pardon, ici, quelques vues des carrières du secteur nord-ouest, la carrière numéro 2, avec ses fronts de taille et les blocs qui sont abandonnés en cours de traitement. Ici, une colonne qui est cassée. Et ici, par exemple, la carrière numéro 9, elle-même, avec les fronts de taille environnés de blocs abandonnés. Donc on construit aussi à cette époque-là le village sud-ouest, qui est, comme vous le voyez, voilà, le nord-ouest est ici, qui est situé au fond de notre voirie. Village sud-ouest où le matériel céramique est datable de la fin du 1er siècle au milieu du 2e siècle. Les carriers qui habitaient dans ce village exploitaient les petites carrières dites Ramnus qui sont situées ici, et puis assez rapidement, vraisemblablement, ils ont commencé à exploiter celles dites du Lycabette qui sont au-dessus. L'alimentation en eau de ces villages se faisait par un puits qui est appelé le puits Nord, qui est situé dans le Wadi, mais proche du village de Bradford ici, puits qui comporte à la fois le puits lui-même et un système de citernes et des abreuvoirs pour les animaux. Le creusement du puits est probablement contemporain de cet ensemble et il est effectivement nécessaire pour permettre aux carriers de survivre dans cet environnement. La 3e phase est évidemment la plus importante puisqu'elle est marquée par la construction du fort qui, à la différence du Mons Claudianus, n'est pas daté par une inscription. L'inscription devait certes exister, mais elle n'a pas été retrouvée, elle est peut-être tombée dans le Wadi, elle a été emportée par les flots. Les niveaux de fondation du fort n'ont pas livré de mobilier. Le dépotoir nord, qui est situé ici et qui a été en partie préservé, vous voyez ici donc le Wadi qui a dû chasser tous les déchets qui avaient été jetés dans cette partie-là. Et donc dans ce dépotoir nord, le plus ancien ostracon daté porte la date de 128 et quelques monnaies, notamment de Vespasien et de Domitien, ont été trouvées dans une tranchée. La conclusion des fouilleurs est que le fort a été construit vers la fin du 1er siècle
ce qui ne nous étonne pas puisque nous avons vu dans la séance précédente que le fort du Mons Claudianus date de Domitien et que nous allons voir tout à l'heure que le fort de Domitianée, le bien nommé, est lui aussi construit par Domitien, et donc Domitien est un personnage, l'empereur très important dans cette zone, puisque c'est lui qui fortifie tous ces ensembles pour protéger en quelque sorte la main-d'œuvre des incursions des nomades. Le fort ici est, comme je vous l'ai dit, bâti en bordure du Wadi sur un ressaut rocheux, et dans le Wadi lui-même, on a le puits qui servait à l'alimenter. Voici une autre vue prise depuis les carrières dites Lepsus. Vous voyez ici le fort et le puits à l'arrière-plan. Et le puits qui est creusé à cette époque-là et qui est équipé d'emblée d'une noria avec une sakié qui permet donc de monter l'eau en grande quantité nécessaire bien sûr par la main-d'œuvre et par le nombre d'animaux qui étaient nécessaires pour à la fois approvisionner le fort et évacuer ensuite les blocs qui avaient été tirés des carrières. Alors, voici le fort, situé donc sur cet éperon rocheux, et voici le plan. Le fort mesure 85 mètres par 45, et il contient une très vaste citerne, qui est située ici, et un assez grand nombre de pièces d'habitation, ainsi qu'une cour intérieure. À proximité du fort, vous voyez ici une vue des citernes entourées de ces pilastres qui devaient soutenir une toiture, et voici une vue dans l'autre sens. À proximité du fort se trouvent deux temples. À proximité immédiate, le fort est ici. À proximité immédiate, on a un temple d'Isis et à quelques distances, un temple de Sérapis. Le temple d'Isis a été édifié en 113 après Jésus-Christ, à l'époque où Marcus Rutilius Lupus était préfet d'Égypte. Et l'inscription d'Édicace nous indique que Marcus Papyrus Celer, qui était décurion de l'Alavocon-sur-Roum, qui, comme vous savez, était une aile de cavalier Voconce, donc originaire au départ de la région de Vaison-la-Romaine, nous savons que cette aile, à cette époque-là, est déployée dans le désert, non seulement dans les carrières, mais aussi dans les forts qui gardent la route de Myos-Hormos et de Bérénice. Quelque temps après, en 117-119, Épaphroditos, esclave impérial concessionnaire des carrières, que nous avons déjà rencontré au Mons Claudianus, puisque c'est lui qui a construit une annexe du temple de Sérapis dans ce site. Donc Épaphroditos fit commencer un grand temple à Sérapis, dont la dédicace évoque Marcus Ulpius Cresimus, procurator Metallorum, et le centurion Proculienus. Ce temple comportait un escalier monumental qui aboutissait à un temple assez classique avec 4 colonnes de façade, mais aujourd'hui, on voit principalement, ceci est la dédicace du temple. Aujourd'hui, on voit principalement des blocs épars, des colonnes à terre, et l'hypothèse la plus couramment admise, c'est que le temple ne fut jamais terminé. Certes, les blocs sont taillés, mais les murs ne semblent pas avoir été construits véritablement. Les colonnes sont à terre, et on a l'impression qu'il n'a pas été construit véritablement. Donc voilà ici quelques blocs qui sont en parfait état, et comme s'ils n'avaient jamais servi. C'est à partir de cette date, c'est-à-dire du début du IIe siècle de notre ère,
qu'on a commencé à exploiter les carrières qui sont situées immédiatement au sud-est du fort, c'est-à-dire les carrières qu'on appelle les carrières Lepsus. Et donc, on a construit, pour y accéder, des rampes qui permettaient non seulement d'accéder aux carrières, mais aussi et surtout de descendre les blocs. Et on voit donc toutes ces carrières qui sont progressivement creusées et qui comportent, j'ai pris simplement deux exemples, soit des fronts de taille assez classiques, soit carrément des encoches à l'intérieur de la montagne pour tirer les blocs qui paraissaient les plus favorables. Outre ce centre d'exploitation et donc l'exploitation des carrières de Lepsus, le village sud-ouest était alors en pleine expansion et servait pour exploiter les vastes carrières du Lycabette qui seront par la suite les carrières principales. Un sentier qui mène du village sud-ouest aux carrières du Lycabette a livré une inscription qui est datée de 107 à 112, inscription qui était située dans un édifice qui était peut-être une chapelle. Une augmentation de l'activité dans les carrières de ce type nécessitait la construction de rampes de chargement et de façon à pouvoir expédier les blocs, et c'est ce qui a été réalisé dans la partie orientale du massif. Donc vous voyez ici le Mons Porphyrites et les diverses carrières. Il fallait descendre les blocs le long du Wadi, passer à Sidri et arriver à une grande rampe de chargement que vous voyez ici pour pouvoir mettre les blocs qui avaient été extraits sur des chariots. Et enfin, bien sûr, de les emporter jusqu'au nid. Une quatrième phase, qui commence au milieu du IIe siècle, est marquée par une poursuite de l'activité dans les carrières de Lepsus et de Lycabette, et également par la construction d'un petit fort et d'écuries à Badia. Alors, Badia est situé juste de l'autre côté de la montagne. On ne peut pas y accéder par un wadi, donc il y a un col. Évidemment, les blocs ne pouvaient pas emprunter ce trajet. Mais se trouve là, sur la route qui va au Nil, un ensemble de fortifications, dont ce fort et ses écuries, qui ont été eux aussi étudiés par l'équipe anglaise et qui montrent donc un développement important des transports notamment, qui est le reflet bien entendu de l'activité de la carrière. C'est ici une vue du fort de Badia, qui est relativement bien conservé, et des écuries qui sont très grandes, et nous aurons l'occasion de revenir dessus. C'est aussi à cette époque-là que l'on construit, dans le secteur nord du wadi où se trouve le Mons Porphyrites, le fort de Sidri, ses écuries et un puits. Et donc, on voit bien que l'ensemble est très, très cohérent. Et lorsqu'on rapproche cette chronologie de celle de la construction des écuries du Mons Claudianus, et nous le verrons, des modifications apportées à Kénélatomia, ainsi que de l'activité intense à Tibérianée et au Mons Ophiates, il apparaît que le milieu du règne d'Antonin correspond non seulement à une phase très importante d'extraction, mais aussi à une phase d'aménagement rationnel des routes avec des puits fortifiés situés dans un rayon de 20 km et tous ces puits étant dotés d'écuries. Faute de documents, du fait de la disparition d'une grande partie des dépotoirs, il n'est pas possible de savoir si, après cette phase très intense vers le milieu du IIe siècle, le Mons Porphyrites a été abandonné au cours de la deuxième moitié du IIe siècle de notre ère. Mais quoi qu'il en soit, les fouilleurs ont l'impression que l'activité semble diminuer dans ces carrières, comme elle diminue, nous le verrons, dans toutes les autres. Diminution donc peut-être dans la deuxième moitié du IIe siècle, mais certainement à la fin
du IIe siècle et au début du IIIe siècle, on assiste à une nouvelle reprise dans ce qu'on pourrait appeler une phase 5, qui correspond à une intense occupation du fort du Mons Porphyrites et intense occupation qui est associée à l'exploitation des carrières dites de Lepsus et des carrières du Lycabette. C'est à cette époque-là que l'on construit en fait les premières maisons dans le village de Lycabette. Voilà ici une vue satellite avec une grande rampe, la zone des carrières et le village que l'on voit ici au sol. Et c'est à partir de là donc que cette carrière du Lycabette devient la carrière principale. Et le nouveau village remplace le village sud-ouest qui est désormais abandonné. Au Lycabette, une inscription trouvée par Skyve en 1934, qui est l'inscription IPAN 24, mentionne un frumentarius, et comme c'est un grade qui a été supprimé par Dioclétien, il est vraisemblable que l'on peut dater cette inscription de la fin du IIe ou du début du IIIe siècle, et qu'elle pourrait correspondre à cette première phase d'occupation de ce nouveau village. Dans le dernier tiers du IIIe siècle, ce qu'on pourrait appeler la phase 6, on assiste à un abandon des carrières, semble-t-il, lié aux troubles dont nous avons eu l'occasion de parler à plusieurs reprises, et notamment à partir du moment de l'occupation palmyrénienne de l'Égypte entre 270 et 272. De fait, les fouilleurs n'ont pas trouvé de mobilier datable de la deuxième moitié du IIIe siècle. Et donc, ils font l'hypothèse que les carrières sont abandonnées. Par contre, à la différence du Mons Claudianus, les carrières de Porphyre seront réouvertes au IVe siècle et exploitées jusqu'au Ve siècle. Lors de la réoccupation du IVe siècle, une couche d'enduit peint fut jetée dans le South Sebar du fort, montrant qu'il a fallu refaire les enduits du sanctuaire, probablement après une période d'abandon. Dans le fort, d'autres réparations ont été réalisées. Mais il n'y a pas de matériel de cette époque. Le matériel du IVe siècle et du Ve siècle a été découvert uniquement dans les dépotoirs extérieurs, ce qui prouve que l'armée occupe toujours les lieux avec une discipline stricte qui contraste nettement avec ce que nous avons pu observer dans les forteresses occupées au IIIe siècle par les Palmyréniens. Dans la carrière de Lepsus, c'est-à-dire celle qui est située à l'est du fort, un front de taille de porphyre noir, ici, la carrière 10, a livré du mobilier tardif qui est associé en fait à une rampe de descente qui est construite à cette époque-là. De nombreuses céramiques et 8 monnaies datent des IVe et Ve siècles, dont 5 monnaies dans un sondage du Lycabette. 2 inscriptions du IVe siècle ont été aussi trouvées dans ce village. Ce sont les inscriptions publiées par André Bernand dans Pan du désert sous les numéros 28 et 29. Le Lycabette que vous voyez ici. La rampe de chargement, la très longue rampe de chargement, semble construite à cette époque-là, d'après les collègues anglais, et il est donc évident que les carrières du Lycabette sont les plus exploitées à cette époque. De nombreux fronts de taille sont ouverts et le village est très largement agrandi, et vous voyez ici son époque de densité maximum de part et d'autre de la rampe qui descendait les blocs. C'est une vue du village tardif avec ces murs qui sont relativement bien conservés et quelques vues des carrières exploitées à ce moment-là dans cette zone du Lycabette avec des techniques qui sont très proches de celles du Mons Claudianus, c'est-à-dire des lignes de coins
qui permettait de fracturer la roche dure et d'obtenir des blocs utilisables pour la sculpture et l'architecture. Voici ici le plan de la carrière numéro 3 du Lycabette, avec toujours les mêmes fronts de taille et les nombreux blocs abandonnés. Et ici, la carrière numéro 5, avec les tranchées qui permettaient donc d'isoler des blocs dans lesquels ensuite on implantait les coins. Et voici les traces de ces coins qui permettaient de les détacher. Cette intense activité explique la construction de la grande rampe de descente qui est régulièrement bordée de paires de cairns dont nous avons parlé à l'occasion du mont Scodenius et que vous voyez ici de part et d'autre de la rampe. Vous voyez, ce sont ces constructions de part et d'autre. Cette rampe part de l'altitude de 1600 mètres pour atteindre 600 mètres et mesure 2 km de longueur. Le site continue à être très intensément exploité au moins jusqu'à la fin du IVe siècle, période pour laquelle on a des monnaies, puis exploité encore probablement au Ve siècle jusque vers 425, mais dans la dernière période, il n'y a plus que des céramiques et il n'y a plus de monnaie. Parallèlement, le fort de Badia est toujours intensément occupé. C'est une sorte de camp de base qui permettait d'accéder facilement au mont Porphyrites par le col que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, nous assistons à une phase d'abandon après 425 et cet abandon de l'exploitation est probablement suivi par une phase où les ruines des villages sont utilisées par des ermites chrétiens et ces ermites sont connus par un passage de Palladius dans l'Historia Lausiaca 34.3 et 36.2.3 et par les Acta Sanctorum 67.3. Mais Meredith pensait que ces passages faisaient référence plutôt à Cathare, qui est situé pas très loin, à 17 km à l'ouest du mont Scodenius, à un endroit où les ermites pouvaient bénéficier de l'eau en permanence. Toutefois, cette hypothèse restrictive est un peu démentie par l'existence d'une épitaphe trouvée au mont Porphyrites qui mentionne Jean, un chrétien originaire du nom Hermopolite, qui pourrait être une des preuves de la présence des ermites dans les anciennes carrières. On voit donc, en suivant les prospections et les fouilles de David Peacock et Valery Maxfield, que l'exploitation commencée sous Tibère croît en importance au cours du 1er siècle, culmine entre Domitien et les Sévères, puis recommence sous Dioclétien et ne s'arrête que sous Honorius et Arcadius. Une autre façon de cerner les phases d'activité des carrières est de s'intéresser aux chantiers où les empereurs ont utilisé le porphyre. Au début, le porphyre est utilisé surtout pour faire des plaques d'opus sectilé, par exemple sur les bateaux que Caligula a fait construire pour donner des domachis, c'est-à-dire des combats navals, sur le lac de Némi. Ces navires ont été fouillés dans les années 30 et ont été dégagés, mis dans un musée qui malheureusement a brûlé durant la Deuxième Guerre mondiale, mais une importante documentation subsiste qui montre que le pont de ces navires était par endroits décoré de dallages de marbre et de pierres colorées qui incluaient du porphyre. Peu de temps après, selon Pline, au livre 36, paragraphe 57, Vitrasius Pollio, procurateur de Claude, introduisit le porphyre à Rome pour des sculptures, mais au début, il semble que la pierre ne fut que peu appréciée pour cet usage. Sous Néron, de petites colonnes de porphyre furent extraites pour la décoration de la Domus Transitoria, puis de la Domus Aurea, qui a livré aussi un bassin de 4,76 m de diamètre en porphyre. Les cendres de Néron lui-même furent enterrées
dans un sarcophage de porphyre, si l'on en croit Suétone, dans la vie de Néron, paragraphe 40. Durant l'époque flavienne, Domitien, dont nous avons vu le rôle dans toutes les carrières du désert oriental et en particulier au mont Porphyrites, Domitien donc a employé le porphyre rouge et le porphyre noir pour des pavements dans la Domus Flavia. Donc vous voyez ici un exemple d'une partie. Malheureusement, comme vous le savez, la Domus Flavia a fait l'objet de pillages massifs à partir de la Renaissance et on ne connaît pas toujours bien l'exacte extension de l'utilisation des diverses pierres car les vestiges sont réduits à leur squelette de maçonnerie et les plaquages ont été le plus souvent enlevés. Mais on voit aussi que de petites pièces de porphyre ont été utilisées dans la case del Latrio Corinthio à Herculanum, ce qui montre qu'une partie des pierres échappait à l'administration impériale et était redistribuée par des circuits privés. Pour la phase suivante, nous avons vu que sur place, elle avait une grande importance, c'est-à-dire sous Trajan, de petits fragments de porphyre ont été retrouvés dans le forum de Trajan et 5 statues de Dace en proviennent. 2 sont conservées à Paris et 3 à Florence, ce qui montre donc l'usage que l'on en faisait sous Trajan. Sous Adrien, la cella du temple de Vénus et de Rome est ornée de colonnes de porphyre et nous savons par une inscription que l'empereur a donné 7 colonnes de porphyre pour édifier un gymnase à Smyrne, en Turquie à l'heure actuelle. Et il est probable qu'une statue assise en porphyre de Césarée de Palestine soit attribuable à cet empereur. Septime Sévère, quant à lui, utilise le porphyre pour le Septisonium, qui est un édifice à 7 étages de colonnes, édifié au pied du Palatin, au niveau du Circus Maximus, et un édifice qui est construit en 203 de notre ère, et cela peut expliquer le renouveau que l'on voit à cette époque-là dans l'activité de la carrière à la fois de Lepsus et du Lycamène. Caracalla, de son côté, décore les thermes qu'il fait édifier entre 210 et 216 et utilise le porphyre pour des bassins et des piliers. Et Élagabal, qui lui succède, refait le pavement du palais impérial en porphyre selon l'Histoire Auguste au paragraphe 24 de la vie d'Élagabal. C'est vers le milieu du IIIe siècle que un papyrus indique que Aurelius Hermaios, un papyrus d'Hermopolis, qui fut chargé d'acheter des plaques, et le texte nous dit placones, de porphyre pour édifier un gymnase, et le papyrus indique qu'il a fallu ajouter 5 talents aux 10 qu'il avait déjà payés pour le projet, et ça montre que ce sont des chiffres énormes pour des particuliers, mais ça montre d'autre part qu'en Égypte, il était possible, sur le marché privé, d'acheter du porphyre pour les usages civils, et donc que le porphyre n'était pas réservé à l'empereur, ce que confirme par ailleurs l'édit sur les prix de Dioclétien, pris en 301, qui indique le prix maximum auquel la pierre peut être vendue, c'est-à-dire 250 deniers, mais on hésite pour savoir s'il s'agit du pied cube ou du pied carré, le pied carré qui serait évidemment plus adapté pour mesurer les plaquages. C'est ce que pense par exemple Janet Lane, qui considère que les pierres qui étaient sur le marché étaient déjà taillées et sciées et prêtes à l'emploi. Aurélien dédie en 275 un temple au soleil après la reconquête de Palmyre et le décor de colonnes de porphyre. Mais on ne sait s'il a utilisé des stocks existants ou si une expédition a été lancée pour les extraire. Nous avons vu que cette phase du dernier tiers du IIIe siècle après Jésus-Christ était très mal documentée au Mons Porphyrites et que les fouilleurs pensaient que le site était abandonné. Il est donc possible qu'on ait utilisé des stocks. Quoi qu'il en soit, la carrière est certainement ouverte sous Dioclétien
et des plaques de porphyre ont été utilisées pour décorer la Curia Julia sur le forum romain, qui est reconstruite à cette époque-là. Par ailleurs, le mausolée de Dioclétien à Split a utilisé des colonnes de porphyre. Vous voyez ici un exemple, mais comme vous le savez, le palais utilise beaucoup de spolia, c'est-à-dire d'éléments qui ont été pris dans des monuments antérieurs, et on ne sait donc pas s'il s'agit de colonnes remployées ou non. Les blocs sont utilisés à cette époque-là aussi pour la statuaire, et il semble qu'on les ait extraits en fonction des besoins. On connaît une statue de Dioclétien à Alexandrie, et on connaît surtout le fameux groupe des tétrarques qui était à Constantinople et qui a été apporté par les croisés à Venise et qui est maintenant donc situé dans cette ville. Un peu plus tard, le baptistère de Saint-Jean de Latran, édifié sous Constantin, comporte des colonnes de porphyre extraites du Lycabette. Leur uniformité montre qu'elles ont été extraites en même temps, et donc c'est la preuve qu'elles ne sont pas remployées, et ça correspond bien à ce que l'on voit de l'activité des carrières à cette époque-là. À partir de cette époque, c'est-à-dire à partir de l'époque de Constantin, on prend l'habitude d'inhumer les membres de la famille impériale dans le porphyre. À Rome, le sarcophage de Constantia, fille de Constantin, morte en 354, et celui d'Héléna, qui était la sœur de Constantin, morte en 360, sont taillés dans du porphyre, du même que ceux de nombreux empereurs qui vont de Constantin à Marcien, Marcien qui est mort en 457, et donc qui explique cette continuité d'activité dont on décèle les traces dans les carrières. Un peu plus tard, Maxence utilise 4 grandes colonnes à l'entrée de sa basilique édifiée sur le forum, et ces 4 grandes colonnes ont certainement été extraites pour la circonstance. Et on voit donc que le porphyre, les porphyres qui ont été conservés dans les monuments montrent un net renouveau de son usage au cours du IVe et du début du Ve siècle, qui est donc le parfait reflet de ce qu'on voit dans les carrières. Ce renouveau est bien entendu dû au rétablissement de l'Empire au IVe siècle et à l'affirmation de l'idéologie impériale, symbolisée entre autres par la pourpre et donc par le porphyre, qui est la couleur impériale par excellence. Face à cette longue période d'exploitation du complexe du Mons Porphyrites, la carrière de Domitiane Kénélatomien, qui porte aujourd'hui le nom de Balad, présente une histoire toute différente, car concentrée sur pratiquement un demi-siècle. On y extrayait une granodiorite connue à Rome sous le nom de Granito Verde Fiorito di Biggio. La carrière de Domitiane, comme vous le voyez là, fait partie de la montagne du Djebel Doran, du Mons Porphyrites, donc, est située à une dizaine de kilomètres du centre principal. On y extrayait donc un granit qui est un peu plus sombre que le granit du Mons Claudianus, car il a des grains noirs plus serrés et qui lui donnent cet aspect plus foncé et un peu verdâtre, d'où le nom qu'ont donné les marbriers italiens de la Renaissance et jusqu'à nos jours de Granito Verde Fiorito di Biggio. Le gisement est connu depuis Baron et Newman, qui ont publié en 1902 un ouvrage sur la géologie du désert oriental. Et dans cet ouvrage, page 26, ils décrivent brièvement le fort, sa citerne, les écuries extérieures et le village de Carrier, et donnent la première image de l'intérieur du fort, en particulier de la citerne et de sa porte. Dans les années 1930, Scaife a effectué une prospection beaucoup plus détaillée et a donné des plans, notamment dans un article paru en 1935.
dans le bulletin de la Faculté des Arts Fouad Ier, et il étudie donc aussi bien le fort et le village de Carrier que les carrières elles-mêmes. Par la suite, le site a été visité plusieurs fois, y compris par notre équipe, et en janvier 2000, alors que nous fouillions à Didumoy, nous avons constaté que le dépotoir s'étendant devant le fort avait été en partie pillé. Les excavations clandestines avaient mis au jour notamment des ostracas dont le déchiffrement aurait pu être précieux pour compléter le tableau des exploitations des carrières dans la région. Hélène Cuvigny, qui était directrice de la mission, décida alors d'interrompre les recherches que nous faisions sur la route caravanière reliant Coptos à Bérénice pour effectuer une mission de sauvetage sur ce site de Umbalad, opération qui nécessita 2 campagnes de fouilles, une première en décembre 2001, janvier 2002, qui fut consacrée à l'étude du fort et du dépotoir, ainsi que d'une forge, et une deuxième campagne en décembre 2002, janvier 2003, qui porta sur les carrières, les bâtiments annexes et certaines parties du fort. Vous voyez sur cette photo l'emplacement du fort qui est particulièrement bien conservé et notre camp de tente à l'époque de nos fouilles. Là, c'est une photo satellite qui, par extraordinaire, a été prise à ce moment-là. Mais voici une vue au sol de nos installations et une vue des fouilles. Le fort est installé sur une terrasse d'un petit affluent à gauche du Wadi Umbalad. Donc, vous voyez ici le grand Wadi, une terrasse sur laquelle est construit le fort. On accédait au fort par plusieurs routes parfaitement tracées par les Romains. Vous voyez une ici, il y en a une autre ici, qui permettaient bien sûr d'évacuer les blocs qui étaient extraits des carrières et les apporter vers le Nil. Le site est entouré de bâtiments situés autour du fort. Alors, nous avons le fort ici. Vous voyez ici le complexe des routes. Il y a dans ce secteur-là, au croisement de 2 routes, des écuries. Ici, une forge et un poste de garde. Ici, un temple. Là, un cimetière. Et puis, comme vous le voyez, la route continue à l'intérieur du Wadi et aboutit ici à un village de carriers à partir duquel on pouvait accéder aux carrières que nous voyons de part et d'autre. Les 2 carrières que j'ai appelées A et B, la A est ici, la B est ici, sont situées entre 700 et 830 mètres d'altitude. La première, ici, qui a été la plus exploitée, est plus facile d'accès, et la deuxième, comme nous le verrons, est quand même beaucoup plus difficile. Il est beaucoup plus difficile d'y parvenir, et cela a posé des problèmes logistiques. Alors commençons par le fort. Le fort forme un rectangle à peu près régulier d'environ 48 mètres par 37, et on remarque, comme au mons Claudianus et au mons Ophiates, que les angles ne comportent pas de tours. Le rempart est totalement conservé sur le côté sud, c'est-à-dire ici, et on a donc la hauteur totale qui atteint 4,10 mètres, le chemin de ronde étant situé à 3,60 mètres au-dessus du sol et étant bordé par un parapet qui est par endroits bien conservé, comme vous pouvez le voir. 3 escaliers permettaient d'accéder au chemin de ronde qui avait donc une véritable fonction défensive. La porte est défendue par 2 tours, comme nous le voyons dans presque tous les forts, et son déblaiement a permis de retrouver les fragments de l'inscription dédicatoire.
Celle-ci était gravée sur une plaque de calcaire utilisée sur ses deux faces. D'un côté devait se situer la dédicace du temps de Domitien et de l'autre le texte rédigé après la damnatio memoriae de l'empereur, c'est-à-dire sous Trajan. Le texte est malheureusement très mutilé et il est pratiquement impossible de le reconstituer. Mais nous savons par les ostracas que lors de son ouverture, la carrière s'appelait Domitianée, puis, après la mort de Domitien, Quéné Latomia. Il y avait une clavicule extérieure, qui est ici, en arc de cercle, qui était destinée à protéger l'accès et permettait donc de ménager un passage étroit face à la tour sud. On ne peut assurer qu'elle est contemporaine de la construction ou qu'elle appartient à une phase postérieure. Mais l'exemple du Mons Claudianus, où la clavicula a pu être datée, montre que cette clavicula est construite dans un second temps, et il pourrait s'agir ici aussi d'une adjonction postérieure à la construction primitive que nous pourrions peut-être dater, comme au Mons Claudianus, du milieu du IIe siècle, et donc d'un aggravement de la situation sécuritaire. De la porte part une grande allée qui aboutit à son extrémité ici, à une grande pièce comportant une citerne. De part et d'autre, on voit des blocs de pièces qui bordent la voie et d'autres blocs sont bien entendu disposés le long des courtines et sont desservis par des allées plus étroites que vous voyez ici. On circule entre ces axes secondaires et la voie centrale par l'intermédiaire de ruelles situées à l'extrémité de chaque bloc, mais certains de ces passages ont été progressivement occultés par des constructions comme par exemple ici. L'ensemble n'est pas totalement symétrique. Toute la partie ouest du fort, ici que j'ai appelé bloc A, est occupée par un ensemble de pièces accolées au rempart occidental. Le bloc regroupe des pièces d'habitation pour le personnel dirigeant et la vaste citerne dans la pièce centrale. Voici ici une vue du fort de face avec les deux tours et la clavicula. Ici, un détail de la protection qu'offre cette clavicula par rapport à l'entrée. Ici, l'allée centrale, et vous voyez que le fort est très densément occupé, comme très souvent dans ces carrières, où il faut loger beaucoup de monde. C'est le cas au Mons Ophiates, au Mons Claudianus et au Mons Porphyrites. Et ici, donc, la citerne centrale, qui est relativement importante, qui est située dans une pièce qui mesure 12 mètres par 10 environ, et qui possède donc une entrée dans l'axe de la rue qui donne sur la citerne. Et cette pièce a également des ouvertures secondaires qui ne sont pas négligeables, nous allons voir pourquoi, qui donnent dans d'autres pièces assez grandes situées de part et d'autre. Le mur du fond de la pièce, alors vous voyez ici la citerne, et maintenant nous voyons une autre vue de la citerne avec le mur du fond. Le mur du fond est occupé par 3 niches rectangulaires surélevées, enduites intérieurement d'argile et recouvertes d'un lit de chaux et de peinture. La niche centrale a révélé la présence d'un brûle-encens ainsi que d'une tête masculine. La tête est revêtue de peinture au ocre, figurant la peau, et l'œil est peint en bleu. La présence des 3 niches, leur décoration, la découverte de ce fragment de statue indiquent que se trouvait là le sanctuaire du fort. Comme nous l'avons vu, donc, la partie centrale est occupée par une grande citerne qui était vitale pour le fort et qui fut construite d'emblée. Cette citerne, qui mesure 10 mètres par 11 et qui est profonde de 2 mètres 10, pouvait contenir 220 000 litres environ, et elle était absolument nécessaire car il n'y a pas d'eau dans les environs
de ce site de Domiçané Kénélatomien. Il fallait donc apporter l'eau par des convois de chameaux chargés d'outres qui déversaient l'eau dans un bassin situé devant la porte de la citerne, et par ce tuyau, l'eau était donc versée dans la citerne. Ça suppose donc une gestion assez importante de ces approvisionnements par noria de chameaux. Les harpes de grès, qui sont situées sur les côtés ici, devaient supporter une toiture qui faisait le tour de la citerne. De la salle 3, on accédait ici aux deux pièces 74 et 75 par deux portes qui ont été bouchées par la suite. La pièce 74, ici, est particulièrement intéressante car c'est la seule pièce qui est dallée et qui donc montre un certain décorum. Toute trace de la couverture a disparu, mais étant donné l'épaisseur de la couche d'argile recouvrant le sol, on peut restituer une couverture en terre posée sur des clayonnages. Cette pièce communique avec la pièce 74, dont le sol est formé par une mince couche d'argile tassée, à la surface de laquelle j'ai trouvé des traces de planches en bois et plusieurs ostracas qui contiennent notamment des lettres adressées au centurion Caninus Dionysios, dont nous reparlerons tout à l'heure. Les communications, les portes de communication entre les pièces 3 et 74 montrent que cette zone était directement liée au sanctuaire et cette zone était donc certainement occupée par le commandement du fort et il pourrait s'agir donc du prétorium du fort. De l'autre côté de cet ensemble, là, nous étions, donc le prétorium serait situé ici, donc toujours dans une zone relativement privilégiée, nous nous trouvons dans une zone où il y avait des thermes. Les pièces des thermes n'ont pas de communication directe avec les pièces de la zone du prétorium, mais forment un ensemble auquel on accédait par un couloir qu'on voit ici, qui permettait d'aboutir aux pièces 36 et 90, constituant donc un petit ensemble thermal conçu dès l'origine, car le tuyau d'évacuation de la baignoire, que nous voyons ici, fut prévu dès la construction du mur d'enceinte. La pièce 36 comporte d'un côté une chaudière avec un foyer entouré d'une paroi cylindrique d'argile cuite qui devait bien entendu chauffer un chaudron en métal, et de l'autre côté une banquette sur laquelle j'ai trouvé des fragments de bouteilles et d'une coupe en verre de la fin du IIe siècle ou du début du IIIe siècle. Par la porte ouverte dans le mur est, ici, on accédait à la pièce 90, qui mesure à peu près 2,40 m par 2 m, et qui comportait un sol enduit de chaux peint en rouge. Alors ici, vous voyez la chaudière. Évidemment, le chaudron qui était situé sur cette petite étagère qu'on voit là a disparu, mais on voit très bien le foyer. Et ici, donc, la pièce thermale proprement dite, avec la baignoire et le sol d'argile recouvert de chaux peint en rouge. La baignoire, longue de 1,35 m et large de 0,50 m, occupe presque tout le côté nord de la pièce contre le rempart. Après une phase d'abandon, les deux pièces ont été réutilisées pour un autre usage. Les sols ont été alors refaits en étalant l'argile tombée des murs et on peut dater la première phase, comme nous l'avons vu, de la construction du fort. Il est vraisemblable qu'elle a duré jusque sous Antonin. Par contre, la deuxième phase est datée par les tessons de verre de la fin du IIe ou du début du IIIe siècle. Voici une autre vue de
baignoire avec son évacuation à travers le mur. Et nous revenons maintenant au plan d'ensemble pour examiner le reste des installations. On voit ici le bloc B des constructions qui comportent, comme vous le voyez, presque systématiquement une division interne et qui fait bien sûr penser à des casernements, des contubernia de type Arma Papilio, c'est-à-dire d'un côté la chambre où dormaient les soldats, précédée d'une antichambre où étaient déposées les armes, la terminologie remontant bien entendu au camp de marche, quand les tentes Papilio étaient précédées des armes mises en faisceau. Le bloc C, qui est situé au nord de la voie médiane, est formé de 2 séries de pièces accolées, séparées par un mur rectiligne. La dernière pièce de la seconde série, ici, bouche le passage entre les blocs A et C, ce qui assure donc que c'est une construction postérieure. Le bloc E, qui est situé au sud de l'allée centrale, présente un aspect irrégulier. Il fut construit en 3 étapes, marquées par des ajouts de pièces dont les murs s'appuient sur des constructions antérieures. Appartenant à la première phase, la pièce 7, qui ici est la plus grande du fort, étant donné sa position près du poste de garde et peut-être sous le contrôle des occupants de la pièce 9 ici, on peut penser que cette pièce correspondait au grenier du fort. Nous avons vu au Mons Rodianus que ce grenier est situé à droite, à l'entrée à droite de la même façon. La phase finale de l'occupation du fort est marquée par la jonction de la pièce 17, ici, qui mesure environ 4 mètres par 40 mètres, à l'intérieur duquel on trouve un sol soigneusement dallé, formant un couloir entre 2 banquettes adossées au mur de la pièce et haute de 0,80 m environ. Vous voyez ici la pièce 17 et ici le dallage, l'emplacement d'un hôtel certainement ici, et de part et d'autre ces banquettes. Cette disposition trouve des parallèles dans les autres sanctuaires du désert oriental, comme Adi Dumoy ou à Kusur al-Banat. Le matériel céramique mis au jour dans les couches d'occupation de cette pièce est en partie attribuable à la fin du IIe ou au début du IIIe siècle. Il est 11h03, on va s'accorder 5 minutes de pause, puis nous examinerons les données offertes par le dépotoir et par l'étude des carrières de façon à aboutir à une synthèse chronologique.